Bonjour à tous, donc avant-dernière vidéo de complément de cours sur les systèmes embarqués, et après avoir vu l'UART, après avoir vu l'I2C, on va voir la troisième protocole de communication archi-classique utilisé notamment dans le domaine des capteurs, qui est le protocole SPI, SPI étant l'acronyme de Serial Peripheral Interface. Donc pareil, on va commencer par décrire un petit peu les caractéristiques de ce protocole de communication. Donc on est toujours encore sur de la communication en numérique, on est toujours encore sur de la communication en série. Est-ce qu'on est en point à point ou est-ce qu'on est en mode bus? Sur du SPI, c'est un peu difficile à dire. En fait, en quelque sorte, on est en mode bus, puisqu'il y a un bus qui est partagé par tous les composants SPI qui sont connectés au niveau du processeur, mais on a aussi un petit peu de point à point, parce que contrairement à l'I2C, où ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'I2C, c'est que si je veux adresser un composant en particulier dans la trame I2C, je mets l'adresse de ce composant. Ici, en SPI, si je veux adresser un composant en particulier, donc je vais avoir un fil spécifique dédié entre le microcontrôleur et le composant que je vais devoir activer pour activer un périphérique. Donc un peu de mode bus parce que globalement les signaux sont partagés, mais quand même au moins un fil de point à point pour savoir qui est-ce qu'on adresse. Il est full duplex comme l'UART, donc vous pouvez communiquer dans les deux sens en même temps. Comme l'UART, ce sont des données brutes. Par contre, lui, il est également synchrone, c'est-à-dire qu'on va envoyer, en plus des données, on va envoyer l'horloge, alors que l'UART, l'horloge était isochrone. Il est pareil, il n'est pas vérifié, il n'est pas crypté. Vous avez des baud rates qui sont variables selon le périphérique et un nombre de bits par trame variable selon le périphérique. Alors comment ça se présente? L'architecture full duplex, elle utilise 4 signaux. Donc l'I2C c'est 2, l'UART c'est 2, là on a 4 signaux pour ce SPI. On a d'abord le signal d'horloge qui est partagé entre le maître et l'esclave. Donc le maître génère l'horloge et l'horloge est lue par l'esclave, et donc on a un fil d'esclave. Ensuite, on a vu que c'était du full duplex. Full duplex, ça implique qu'on peut communiquer dans les deux sens en même temps, donc on doit avoir deux lignes de communication différentes selon qu'on va du maître à l'esclave ou de l'esclave au maître. Alors ces deux lignes sont communément appelées MOSI et MISO en SPI. MOSI étant l'acronyme de MOSI Master Out Slave In. Donc c'est bien master, c'est une sortie pour le master, c'est une input pour le slave. Et MISO c'est l'inverse, master in, c'est une entrée pour le master, slave out, c'est une sortie pour le slave. Et comme je vous l'ai dit, il faut l'adresse, quand on a plusieurs composants adressés, il faut réveiller l'esclave avant de communiquer avec lui. Et donc pour réveiller l'esclave avant de communiquer avec lui, la seule solution, c'est d'utiliser une ligne supplémentaire qui s'appelle SS. Rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. SS, c'est pour Slave Select. Donc on va sélectionner un composant. Donc on a bien 4 fils. Quand on a une architecture juste un maître, un esclave, on a bien 4 fils pour communiquer. Un pour l'horloge, 2 pour les données, 1 pour sélectionner l'esclave. Quand vous faites une architecture multi-esclave, vous voyez, c'est pour ça que je ne savais pas trop dire si on peut le classifier dans les points à points ou dans les bus, parce que globalement, on a plutôt l'impression que c'est un bus, puisque le S-Clock, le MOSI et le MISO, vous voyez qu'il est partagé, le même signal est partagé avec tous les esclaves. En revanche, le Slave Select, il est spécifique à chaque esclave. Donc, c'est un parti pris. Dans l'I2C, on avait l'adresse de l'esclave qui faisait partie de la trame. Donc, c'est-à-dire que tous les esclaves doivent décoder la trame pour récupérer l'adresse. Et parmi tous ceux qui ont fait ce travail, il n'y en a qu'un qui est concerné. Les autres ont fait le travail pour rien. Là, on épargne ce travail-là puisqu'on a directement un fil piloté par le master qui va dire « Je suis en train de te parler à toi » ou « Je suis en train de te parler à toi » ou « Je suis en train de te parler à toi ». Ça, c'est l'architecture multi-esclave. Le protocole de communication lui-même, donc c'est toujours une transmission du maître vers les esclaves. Donc le maître génère le signal SCK, donc le signal Serial Clock. Voilà, et on a 4 modes de fonctionnement à régler.
Donc 4 modes de fonctionnement possibles, qui est la polarité du S-Clock et ici la phase. La polarité du S-Clock, vous voyez ici, selon la polarité qu'on choisit, polarité 0 ou 1, soit on a un signal qui est comme ça, qui génère en fait des fronts montants par rapport au slave ici. Donc soit il est par défaut à 0 et quand on génère de la clock on le fait passer à 1, mais par défaut ici avant et après il est à 0. Soit on a une polarité à 1, c'est-à-dire que par défaut il est à 1 et les coups d'horloge c'est plutôt des fronts, des passages à 0 ici. Et puis vous avez la phase, vous voyez ici la phase. Quand on est en phase 0, le MOSI et le MISO ils changent sur les fronts descendant du signal quand il est en polarité 0 et montant quand il est en polarité 1. Dans ce cas-là, vous voyez que c'est décalé d'une demi-période et les changements se font sur les fronts en rouge ici. Et ces fronts en rouge, c'est les fronts montants de S-Clock quand on est en polarisation 0 et les fronts descendants quand on est en polarisation 1. Donc ça, c'est quelque chose qui doit, ce mode de fonctionnement-là, c'est quelque chose qui doit être partagé et clair dès le départ entre le périphérique, entre le maître et l'esclave. Donc il faut configurer le maître et l'esclave de la même manière pour être sûr qu'ils vont interpréter les signaux S-Clock et ils vont récupérer les données au bon moment. Pas de risque de conflit pour le SPI, donc pas besoin d'arbitreur de bus ou pas besoin de gestion de conflit, tout simplement parce qu'il y a un seul maître et donc le maître choisit à quel esclave il parle. Vous voyez, hein, je les remets là, mais ici vous avez un maître, 3 esclaves. Le maître a 3 signaux différents pour adresser chacun des esclaves, pour dire à chacun des esclaves réveille-toi, je te parle. Donc il n'y a pas de risque de conflit parce qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui peuvent parler en même temps. Ça pourrait arriver éventuellement, on peut l'imaginer. Alors sur MOSI, on peut difficilement l'imaginer parce que comme MOSI c'est le master qui l'écrit, de toute façon il ne peut pas y avoir de conflit. On pourrait imaginer qu'il puisse y avoir des conflits sur MISO, mais en fait, en gros, comme il y a, alors il pourrait y avoir des conflits sur MISO, mais ça impliquerait qu'on a mal géré nos slave select et qu'on a activé 2 slave select en même temps. Parce que sinon, si on a activé qu'un seul et unique slave select en même temps, il n'y a qu'un seul des périphériques qui est réveillé, des slaves qui est réveillé, donc il n'y en a qu'un seul qui peut écrire sur MISO. Voilà pour le protocole. Et en termes de software, comment ça se passe? La bibliothèque dédiée, c'est la bibliothèque qui est spi.h. Donc pareil, on va aller jeter un coup d'œil à cette bibliothèque spi.h. Je vais le faire à la brute, spi.h. directement dans Google. Je tombe sur la SPI Library. Donc pareil, un peu de littérature, un peu de choses à lire et à comprendre. Et là, la liste des fonctions qui sont utilisées. Donc dans le SPI Setting, vous allez retrouver les modes de fonctionnement qui sont là. Donc le SPI mode 1, 0, mode 1, mode 2 et mode 3. Ce que vous pouvez régler aussi pour le SPI, c'est le baud rate, donc la vitesse de transmission, et l'ordre dans lequel sont envoyées les données. MSB first, donc bit de poids fort en premier, ou LSB first, bit de poids faible en premier. Voilà, donc ça c'est pour les settings. Et puis après, vous avez les fonctions classiques, begin, end, begin transaction, end transaction, set bit order pour savoir si on le met bit de poids fort en premier ou en dernier. Set data mode, donc data mode c'est les modes SPI 0, 1, 2, 3, ce qu'on vient d'évoquer à l'instant. Voilà. Alors, je sais pas si alors ça c'est les exemples de code, je sais pas si on a du. Celui-là on a un exemple de code, donc un capteur un baromètre en SPI, voilà, donc il est connecté en SPI. Vous voyez qu'il est connecté ici via MOSI, MISO et S-Clock et ce signal de sélection qui est là, donc le D7 qui est le signal de sélection. Et le code il est écrit ici. Donc dans le setup, vous voyez qu'on initialise SPI begin, donc on initialise en série. Ensuite, on a loop.
Et on a une fonction write register qui permet d'écrire, donc ça c'est une fonction qu'on a développée, enfin que eux ils ont développé eux-mêmes, qui permet d'écrire dans un registre un certain... alors read register, ça permet de lire dans un registre un certain nombre de bits. Voilà, donc on va lire dans le registre, et donc pour lire on va utiliser SPI transfer. Donc on va transférer le nom du registre, et ensuite s'il y a des bytes à lire, on va venir le lire avec un SPI transfer dans l'autre sens. Voilà. Donc on envoie les données et ensuite on récupère le résultat. Voilà. Write register, ça c'est si on veut écrire dans un registre. Donc on va transférer dans un premier temps la donnée envoyée. On fabrique un data to send en concaténant le numéro du registre et un signal write. Et donc on va transférer le nom du registre ici et la valeur qu'on veut transmettre. Voilà. Donc ça c'est pour la communication. Et vous voyez aussi qu'on doit activer le chip select, hein, donc le slave select. Là il est activé manuellement. Donc on le met à bas pour dire on veut initier la communication, et on le remet à haut pour dire c'est bon, merci, au revoir. Ce qu'on voit là, le slave select. Là, on le met à 0 pour dire allez vas-y réveille-toi, je veux communiquer avec toi, et on le remet à 1 pour dire merci, au revoir. Comme pour l'I2C, le SPI peut être géré soit par scrutation, soit par interruption. Donc de la même manière que pour l'I2C, il y avait un vecteur d'interruption dédié à l'I2C, il y a aussi un vecteur d'interruption dédié au SPI, qui est SPI STC Vect, et qui génère une interruption à chaque fin de transmission si elle est bien configurée. Voilà pour nos petits protocoles de communication.